3 manières un peu de former. La première manière, c'est de se focaliser sur le contenu. C'est de dire, je vais créer une formation en me focalisant sur le contenu et les bons concepts qui doivent être présentés à mes apprenants. Le deuxième temps, c'est de se dire, OK, il n'y a pas que le contenu, on va aussi se focaliser sur les bonnes pratiques pédagogiques, les bons ingrédients pédagogiques. Et donc là, on va parler de pédagogie active, d'être centré sur l'apprenant, de faire attention aux préconceptions. C'est effectivement très important. Ça va permettre d'avoir quelque chose de plus qualitatif. Dans ce que j'appelle le troisième temps, c'est vraiment comprendre qui sont nos apprenants, qu'est-ce qui va les intéresser, quel est leur profil, quelle est leur expérience, etc. Et on va prendre tout ça pour ensuite faire passer le contenu avec une bonne approche pédagogique. On va surtout, dans un premier temps, s'intéresser aux apprenants. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Roland, qui est Learning Experience Designer chez Caféine Studio. Issu du milieu de la recherche universitaire sur la pédagogie et l'apprentissage, Nicolas applique et expérimente les meilleures façons de transmettre des connaissances et des compétences en partant des besoins de l'apprenant. Il est donc adepte des techniques de design thinking comme le design sprint et Nicolas nous détaille comment il accompagne les organisations pour concevoir des expériences d'apprentissage qui collent vraiment aux besoins et aux aspirations des apprenants. Ce qui est fascinant quand on écoute Nicolas, c'est sa capacité à faire remonter à la surface toutes les problématiques autour d'un projet pédagogique avec des outils, avec une posture de questionnement et avec une méthodologie itérative qui va se confronter aux réalités du terrain pour aller trouver la meilleure façon de développer les apprentissages. Bonne écoute! Bonjour Nicolas. Bonjour Cyril. Nicolas, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante, puisque voilà, tu as des activités autour de la pédagogie qui m'intéressent très fortement. Je te suis et je te lis depuis un certain temps. Tu vas sûrement parler un petit peu de toutes tes activités et je t'écoute aussi parfois sur ton podcast. Mais Nicolas, pour démarrer, je vais te demander de te présenter et de me donner quelques événements clés de ton parcours. Ok, merci déjà pour l'invitation. C'est un plaisir de venir discuter avec toi. Et donc pour me présenter, donc Nicolas Roland, je me définis aujourd'hui comme Learning Experience Designer, mais je vais l'expliquer dans un instant. Quand tu dis événement clé, je crois qu'un des événements clés, peut-être anecdotique pour certains ou certaines, mais qui me paraît important, c'est que je commençais à utiliser du numérique très très jeune, sur un Commodore 64. Peut-être que certains et certaines n'ont pas la référence, donc j'invite celles qui n'ont pas la référence ou ceux qui n'ont pas la référence à aller voir ça sur un moteur de recherche. Mais donc c'est un ordinateur, mais très très vieux ordinateur, et c'est ce qui m'a donné le goût du numérique, et c'est quelque chose qui m'a poursuivi par la suite. Donc je crois que c'est un événement clé assez important. L'autre événement clé qui explique aussi pas mal de choses, c'est qu'au moment à mes 18 ans, après avoir terminé ce qu'on appelle en Belgique, parce que je suis belge, je ne l'ai pas dit dans la présentation, en Belgique, la réto, donc alors, en ayant le bac pour nos auditrices et auditeurs français, je savais pas trop quoi faire en fac. J'ai plutôt fait un choix par défaut. Je me suis retrouvé en fac de psycho. Et dans les premières années, j'ai pas du tout aimé les différentes branches de la psycho que j'ai découvert. Par contre, c'était une fac donc de psycho et sciences de l'éducation. On en a eu des cours de sciences de l'éducation, et là j'ai découvert le champ des sciences de l'éducation. C'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. Et puis j'ai eu très vite un goût pour la recherche aussi, et surtout la compréhension des mécanismes humains, de comprendre pourquoi les personnes faisaient certains choix, comment est-ce que les personnes réfléchissaient. Donc j'ai vraiment couplé les deux, mixer à la fois compréhension humaine et sciences de l'éducation, apprentissage et pédagogie. Et c'est ce qui m'a amené, peut-être troisième événement clé, à mon premier job. C'était une recherche-action autour du podcast. Alors pas le podcast audio comme on est en train de l'écouter ici, mais un podcast audiovisuel. C'était une recherche-action à l'Université libre de Bruxelles,
où mon rôle était d'accompagner les enseignants à utiliser ce format, cet outil, donc l'enregistrement audiovisuel, soit de leurs cours, soit en créant des petites vidéos pédagogiques, et aussi d'étudier les effets sur leurs étudiants et puis sur leurs pratiques pédagogiques. Et ça a été clé parce que j'ai commencé ça seul, et puis au fil des années, la manière dont ça s'est développé, je suis passé à une équipe d'une douzaine de personnes, et avec lesquelles j'ai travaillé pendant 8 ans, et des podcasts audio, vidéo. On est passé à des vidéos avec des quiz avant et après, et finalement à faire des cours hybrides et de la classe inversée alors qu'on ne connaissait pas encore ces concepts, puis finalement à faire des cours en ligne et des MOOC, etc. Et donc c'est vraiment ce mix entre pédagogie numérique, et puis il y avait aussi le volet recherche. On avait des chercheurs dans l'équipe. C'est une équipe assez multidisciplinaire. Et puis en 2018, peut-être dernier événement clé de ce parcours, c'est le choix et la volonté de découvrir d'autres horizons que l'univers académique. Et donc je suis passé indépendant. Je fondais Caféine Studio, à travers lequel j'accompagne des entreprises, des organismes de formation, des institutions d'enseignement à faire de l'innovation pédagogique, c'est-à-dire à améliorer l'efficacité de leur formation actuelle, ou même à créer de nouvelles formations pour qu'elles soient plus engageantes. Et ça avec 3 ingrédients. Des pratiques de design et donc de la recherche utilisateur, aller comprendre les apprenants, les formateurs, et s'appuyer sur eux pour concevoir ces formations. Utiliser également la recherche et les résultats de la recherche scientifique, notamment en sciences d'éducation, pour alimenter cette conception, et puis essayer de tendre vers l'autonomie. Je me vois pas comme une boîte de production. Je vois pas Caféine Studio comme une boîte qui va produire des dizaines de formations de manière industrielle, mais plutôt de chercher à rendre autonomes les clients avec lesquels on travaille. Voilà pour la petite présentation qui est un peu longue, mais voilà pour la présentation. Non, qui est intéressant et qui montre en fait effectivement un cheminement, et puis comme tu l'as dit, voilà, tu savais pas quoi faire à la sortie à tes 18 ans, mais par contre tu as trouvé une ficelle que tu as tirée depuis toutes ces années et qui t'a amené là. J'aimerais bien que tu nous parles aussi de ce que tu fais à côté de Caféine Studio, le podcast, la newsletter, qui sont dans le même champ d'activités thématiques, mais qui, je pense, te nourrissent et permettent aussi de nourrir les gens qui t'écoutent et qui te lisent. En tout cas, moi, ça me nourrit beaucoup chaque fois que voilà, que je consomme tes contenus. Donc, je veux bien que tu en parles un petit peu. Ouais, avec plaisir. Et puis ça, c'est presque un hack par rapport à moi-même. C'est que j'ai besoin de me mettre des défis ou des contraintes assez fortes pour faire les choses. Sinon, j'ai tendance à peut-être ne pas les faire. Et donc, effectivement, j'ai une newsletter qui s'appelle learnability.news, qui explore le futur de l'apprentissage et toutes les facettes un peu de l'innovation pédagogique. Et c'est une newsletter à travers laquelle je vais à la fois un peu faire comme toi, rencontrer des acteurs et des actrices du monde de l'enseignement, de la formation, de l'entreprise et de l'entreprise apprenante, pour un peu tirer du savoir, des bonnes pratiques, comprendre leurs réflexions autour de ces transformations autour de l'apprentissage, et où je partage également soit les coulisses un peu de mes activités ou mes réflexions sur la transformation actuelle du monde de la formation, de la formation dans les entreprises. Et donc, pour moi, c'est une activité où je m'oblige, en ayant ce rythme de deux newsletters par mois, une newsletter toutes les 2 semaines, je sais que je dois, en quelque sorte, publier quelque chose. Et donc, ça m'amène à lire, à réfléchir, et ça me pousse vraiment à toutes ces activités. Et c'est la même chose avec le podcast C'est quand la pause. C'est un podcast là où je ne suis pas seul. On est avec 2 autres animateurs, et avec eux, on va réfléchir à nouveau au monde de la formation, mais avec un concept particulier, c'est qu'on retire à chaque fois un ingrédient qui semble essentiel dans le milieu de la formation. Donc, on a réfléchi à est-ce qu'on peut former sans PowerPoint, est-ce qu'on peut former même sans formateur, est-ce qu'on peut former sans collaboration, et en prenant cette question un peu marrante en quelque sorte, et en se disant est-ce que cet ingrédient il est essentiel, on va réfléchir
pourquoi cet ingrédient s'est introduit dans le milieu de la formation, quel est son rôle actuellement, comment est-ce que nous on l'utilise ou pourquoi on ne l'utilise pas, comment on observe les autres l'utiliser. C'est propice à pas mal de discussions et à nouveau, c'est un moyen de nous faire réfléchir. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est à chaque fois de mettre en place des choses publiques pour m'amener à faire les choses. Et dernier exemple, je suis en train de travailler sur un livre et j'ai, à travers ma newsletter, constitué une micro-communauté. Enfin, finalement, c'est une petite cinquantaine de personnes, donc quand même pas mal de monde, mais une micro-communauté autour de la création de ce livre. Et à la fois, il y avait la volonté de partager, de tirer de l'information du public cible. Et également, je sais qu'en ayant cette communauté, je ne vais pas pouvoir abandonner le projet. Je leur ai par exemple dit que toutes les semaines, ils recevraient une vidéo où j'expliquerais mes avancées sur le livre. J'ai pas envie de leur envoyer une vidéo en disant cette semaine, écoutez, j'ai rien fait. J'ai pris. Non, je sais que ça va me motiver. Donc cette notion de responsabilisation c'est quelque chose qui me guide pas mal et donc qui m'amène effectivement à avoir pas mal de projets à côté de Caffeine Studio qui me poussent et qui m'entraînent à réfléchir non-stop au milieu de la formation, aux pratiques d'apprentissage, etc. Ok, non, très intéressant. Et puis, j'aime bien que tu détailles ton mécanisme de la réciprocité en disant, voilà, pour me challenger, j'ai besoin de rendre public les choses comme ça. Après, je m'engage auprès des gens et je sais que je leur dois quelque chose. Et c'est marrant parce que pour certaines activités, je fais pareil que toi. Et c'est vrai que ça fonctionne bien, la réciprocité. Hein, et puis ça met du lien. Donc voilà. Et donc, vraiment, j'invite les auditeurs du podcast à aller écouter C'est quand la pause et à aller lire Learnability parce que voilà, moi je lis quasiment tous les Learnability et voilà, et j'y trouve toujours quelque chose qui va me nourrir, qu'on peut transposer ou en tout cas qui questionne, voilà. Et d'ailleurs on va reprendre notamment un sujet à un moment donné dans le podcast parce que sur la pédagogie il y a vraiment des choses très intéressantes que tu as partagées. Alors Nicolas, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet de la pédagogie et tu l'as dit, tu as travaillé de nombreuses années dans la recherche, faire des recherches-actions avec des chercheurs pour comprendre comment les apprenants finalement apprennent, comment ils apprennent voilà, selon les contextes et aussi selon les générations, parce que souvent, selon les générations, ils apprennent pas de la même façon. On parle beaucoup aujourd'hui de la génération Z qui arrive sur le marché de l'emploi. On ne sait pas comment, parfois comment même avoir des interactions avec eux. Alors pour les faire apprendre, ça peut être un challenge. Moi, j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu plus sur ce sujet de voilà, essayer de rentrer dans la tête des apprenants, et puis que tu nous dises également, que tu nous exposes un petit peu les différentes façons de penser la pédagogie en relation avec ces différents cerveaux. Effectivement, et dans le courant de ma carrière, en quelque sorte, jeune carrière, j'ai eu l'occasion de croiser pas mal d'apprenants, parce qu'à l'université, je commençais à m'intéresser aux pratiques d'apprentissage d'étudiants universitaires. Mais au fil du temps, on a également mené des recherches sur la manière dont des élèves du primaire et du secondaire utilisaient les outils numériques ou apprenaient à travers aussi des outils complètement analogiques et à travers aussi d'autres activités. Quand je le disais tout à l'heure, on a développé des MOOC. Sur ces cours en ligne ouverts et massifs, on a vu arriver des publics auxquels je n'avais jamais pensé être confronté un jour, mais par exemple des personnes retraitées qui suivaient ces cours en ligne pour lesquels je me suis aussi intéressé à comprendre pourquoi ils venaient suivre ces cours en ligne, comment est-ce qu'ils apprenaient, comment est-ce que leur passé d'apprenant rejaillissait à ce moment-là. Ce que j'ai pu constater, alors on pourrait discuter pas mal de temps des différences entre les types d'apprenants. Je dirais qu'il y a quand même 3 constantes que je veux mettre en avant. C'est d'une part la constante des pratiques d'apprentissage ou de l'apprendre à apprendre. C'est une compétence qui est loin d'être maîtrisée par les plus jeunes comme les plus anciens, et surtout dans des contextes de formation à distance. On va voir que la capacité de réguler son apprentissage, de se fixer des échéances, d'être capable d'observer son apprentissage pour voir si on apprend bien, si on apprend mal en quelque sorte, ou si on a des difficultés, en fonction des difficultés, d'oser aller poser des questions. Ces compétences-là, elles sont cruciales et
peu de gens les maîtrisent. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui autour de ces capacités, de ces compétences d'apprendre à apprendre. Deuxièmement, à nouveau, pour la formation à distance, mais aussi en présentiel, les compétences numériques restent un enjeu et un défi aujourd'hui, quelle que soit la génération. On a effectivement une génération TikTok qui maîtrise a priori mieux le numérique que la génération... je n'ai pas de référence d'Eric et Colombo, non. X ou ouais, X, en tout cas, la génération un peu X, plus âgée. Voilà. Mais ce qu'on va voir, c'est derrière les compétences, pas juste techniques, mais des compétences d'interaction sociale, des compétences de s'approprier de l'information dans des éléments, enfin à travers du multimédia, elle va être complexe pour tout le monde. Et je l'ai beaucoup étudié chez des étudiants universitaires qui arrivaient donc à plus ou moins 18 ans, qui avaient leur premier cours en classe inversée avec de la vidéo. Mais tout d'un coup, cette vidéo qui était un média jusqu'à ce moment-là, qui était de la sphère personnelle, qui était un média ludique, c'était Netflix, YouTube, etc. Tout d'un coup, c'était leur prof qui était en vidéo, qui leur expliquait des concepts. Et en fait, les étudiants ne savaient pas du tout comment s'approprier ces concepts-là. Est-ce qu'ils devaient prendre note de tout? Est-ce qu'ils devaient faire des pauses, etc. C'était pas leur pratique de consommation et d'utilisation habituelle de la vidéo. Donc, les compétences numériques pour s'approprier cette information, c'est important de les développer. Et puis, en quelque sorte, troisième constante et troisième élément, c'est que tous les apprenants ont tendance à développer ce qu'on appelle un environnement personnel d'apprentissage. C'est-à-dire que à côté de ce que le formateur ou l'enseignant va proposer, les apprenants, ils vont également aller voir des vidéos sur YouTube pour comprendre certains concepts. Ils vont également prendre des notes. Ils vont également partager des notes entre eux. Ils vont également faire des recherches par eux-mêmes. Et donc, on voit que cet environnement personnel d'apprentissage, il est important. Et il va remettre en question, en quelque sorte, la pédagogie. Surtout qu'aujourd'hui, la formation, de mon point de vue, mais ça se constate, elle est de moins en moins coercitive. Donc, on est en train de quitter cette formation, peu à peu, mais cette formation en présentiel où on fait venir un certain nombre de personnes assises dans une salle qui écoutent pendant une journée un ou une formatrice. Aujourd'hui, c'est en train de changer. On peut déjà se poser la question de est-ce que ce type de formation était efficace ou est encore aujourd'hui efficace? Et donc, si on combine un peu tout ça, ça pose la question de comment former aujourd'hui et, à mon sens, comment surtout concevoir des expériences d'apprentissage. Et pour ça, j'aime bien, c'est un peu caricatural, mais j'aime bien résumer 3 temps un peu de la pédagogie qui sont encore concomitants aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas des temps chronologiques, c'est 3 manières un peu de former. Et pour moi, il y a une manière qui est peut-être plus intéressante. La première manière, c'est de se focaliser sur le contenu. C'est de dire, je vais créer une formation en me focalisant sur le contenu et les bons concepts qui doivent être présentés à mes apprenants, les bons savoir-faire, savoir-être, et de réfléchir uniquement en fonction de ça. Ça peut fonctionner dans certains cas, mais par rapport à ce que j'ai dit juste avant, ça pose des questions sur la capacité des personnes à s'approprier ça. Oui, si elles sont dans une salle enfermée, elles vont peut-être vous écouter, mais peut-être qu'elles penseront aussi à autre chose. Donc voilà. Le deuxième temps, c'est de se dire, OK, il n'y a pas que le contenu, on va aussi se focaliser sur les bonnes pratiques pédagogiques, les bons ingrédients pédagogiques. Et donc là, on va parler de pédagogie active, d'être centré sur l'apprenant, de faire attention aux préconceptions. C'est effectivement très important. Ça va permettre d'avoir quelque chose de plus qualitatif. Néanmoins, c'est pas ça nécessairement qui va faire que les apprenants vont pleinement s'engager dans une formation. Parce qu'en fonction des raisons pour lesquelles ils viennent se former, c'est pas juste la pédagogie qui va les engager. En fonction de leur expérience, quand on parle d'apprenants adultes, en fonction de leur expérience par rapport au sujet, ils ont certaines attentes. C'est pas juste parce qu'il y a des pratiques pédagogiques intéressantes qu'ils vont s'engager dans la formation. Donc pour moi, il y a un troisième temps, c'est vraiment créer ce que j'appelle des expériences d'apprentissage. Et c'est des expériences dans lesquelles les apprenants vont s'engager dans ce qu'on va appeler une formation, une expérience d'apprentissage, sans même qu'ils s'en rendent compte. D'une certaine manière, la formation devient invisible. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on va chercher
les motifs d'engagement, donc ce qui va intéresser les personnes, leurs intérêts, leurs expériences. Et donc, on ne va plus, comme dans le temps 1, se focaliser uniquement sur le contenu, comme dans le temps 2, combiner contenu et surtout pédagogie. Ici, dans ce que j'appelle le troisième temps, c'est vraiment comprendre qui sont nos apprenants, qu'est-ce qui va les intéresser, quel est leur profil, quelle est leur expérience, etc. Et on va prendre tout ça pour ensuite faire passer le contenu avec une bonne approche pédagogique. On va surtout, dans un premier temps, s'intéresser aux apprenants. Alors, c'est super intéressant que cette différenciation, et j'ai envie de dire, finalement, c'est une histoire de granularité, c'est-à-dire que quand effectivement tu vas jusqu'à l'approche sur un peu, on va en reparler ensuite, hein, de design thinking, tout ça, quand tu te mets dans les baskets, moi j'adore parce que je fais du marketing, je mets dans les baskets du client, mais là tu te mets dans les baskets de l'apprenant et tu te demandes ce que l'apprenant vient chercher, c'est quel est son contexte, quel est son besoin. En fait, tu as besoin en fait d'aller chercher le contenu au départ, donc tu as besoin d'aller voir quel est finalement ce que veut faire ton donneur d'ordre, le formateur, l'organisme de formation, l'entreprise. Ok, je veux former ma population à faire ci. Donc, ok, c'est quoi le besoin, c'est quoi le contenu. Tu vas passer par la partie modalité pédagogique, mais tu vas surtout en fait mettre en face le retour et le miroir des besoins des apprenants, afin derrière d'avoir de pouvoir proposer une expérience qui soit conforme aux besoins de ton client, celui qui te paye, et surtout conforme aux besoins de tes apprenants, ceux qui vont utiliser ton expérience d'apprentissage. Et ça, ça paraît être clair comme de l'eau aux roches. Par contre, c'est d'une exigence qui est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, ça demande effectivement d'avoir une exigence de conception qui est très forte. Alors, on va rentrer dans le sujet, mais je pense que c'est important de souligner ça parce que ce que tu dis, c'est, et moi ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, souvent on parle du contenu, et que finalement c'est finalement la méthode la plus simple de faire de la pédagogie. Pas la méthode la plus efficiente, mais la méthode la plus simple, la plus rapide. Mais par contre, si on veut aller au bout du chemin, en fait, il faut faire le tour des parties prenantes, hein. C'est se dire, en fait, on a des parties prenantes, il faut toutes les impliquer, toutes leur demander finalement leur avis, pour ensuite, et aller chercher de la matière, pour ensuite proposer l'expérience qui va correspondre en fait à l'ensemble des parties prenantes. Effectivement, et peut-être pour donner un exemple concret aux auditeurs et auditrices, un exemple assez rapide. J'ai travaillé il y a peu avec un organisme de formation qui forme des chercheurs d'emploi depuis pas mal de temps, et depuis pas mal de temps, ils ont des chercheurs d'emploi de longue durée qu'ils vont former et qui remettent à l'emploi, et ça fonctionne très bien. Avec la crise du Covid, ils ont eu 2 nouveaux profils, des jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi à cause de la crise, et notamment parce qu'ils n'ont pas eu de stage durant leurs études à cause du Covid, et des personnes qui étaient en emploi et qui ont récemment perdu leur emploi. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que ces 2 profils ne rentraient pas, ou en tout cas leur formation ne matchait pas avec les besoins de ces 2 profils. Et donc je les ai accompagnés dans tout un travail que je ne vais pas détailler ici, mais ce qu'on a remarqué, c'est que même si leur formation, donc pour chercheurs d'emploi, fonctionnait très bien sur le plan du contenu, sur le plan de la pédagogie, ces apprenants-là ne rentraient pas dans la formation, et la principale raison, c'est que la formation pour ces publics-là n'apparaissait pas en cohérence avec une aspiration qui était de très vite retrouver un emploi. Et donc pour eux, se former, c'était prendre du temps qui pourrait contrecarrer le fait que leur priorité, c'était avant tout de trouver un emploi. Et donc, en très résumé, la solution vers laquelle on est allé, c'est comment est-ce qu'on peut remettre des grains de formation sur le chemin de l'emploi, mais ne pas vendre la formation en tant que telle. Donc, c'est montrer ça, c'est vraiment la formation fonctionnait sur le plan du contenu, fonctionnait sur le plan de la pédagogie. Par contre, elle n'était pas en adéquation avec les besoins et les intérêts, les aspirations de ces 2 publics-là. Et donc, on a dû repenser un peu cette expérience d'apprentissage pour qu'ils puissent s'engager dedans. Donc, c'est à nouveau, on n'est pas sur revoir forcément le contenu ou la pédagogie, mais bien reprendre les intérêts des personnes pour designer la formation. Ouais, le bon message au bon moment, à la bonne personne, avec le bon contexte, c'est effectivement ça. Donc ouais, on voit effectivement que dans de nombreux projets de formation, on peut avoir des résultats mitigés, des échecs, parce que voilà,
même si on a la bonne pédagogie, le bon contenu, ben, des fois, on n'a pas adapté l'expérience à la cible. Moi, j'aimerais qu'on rentre un peu dans ton arrière cuisine. J'aime beaucoup rentrer dans les arrière cuisine, là, pour pour comprendre de manière concrète comment tu travailles sur les projets. Et donc, on a commencé à en parler. T'es un adepte des méthodes de design thinking que voilà, sur lesquelles moi aussi je travaille sur d'autres sujets appliqués à des sujets plutôt marketing, mais voilà, mais l'approche est clairement la même. Et je sais que tu les emploies lors d'un premier atelier que tu déploies auprès de tes nouveaux clients, notamment pour aligner les visions autour d'un projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus avec en prenant un exemple concret ou factice, mais je pense que ça peut être assez intéressant parce que ça montre un certain nombre de choses et je te dirais même que je te le dirai après, mais j'ai utilisé ton idée hier encore avec des équipes. Ok. Hâte d'entendre ça. Alors à nouveau, hein, j'aime bien expliquer pourquoi je fais les choses. Et là, cet atelier, c'est un atelier donc que je fais avec des prospects, des potentiels futurs clients, à la fois pour qu'ils puissent découvrir mes méthodes, que je puisse un peu les découvrir eux et parfois pour choisir un peu mes clients. Et aussi parce que j'ai horreur, mais complètement horreur, mais mes clients le savent, de faire des devis, de réfléchir à des cahiers des charges, etc. Et donc cet atelier, ça me permet vraiment de faire une analyse des besoins où c'est eux, en quelque sorte, qui vont me faire leur propre cahier des charges. Et donc souvent, moi on va m'appeler encore, même si peu à peu le message est en train de changer, mais on m'appelle encore souvent avec l'idée de produire une solution. Tiens, est-ce que tu peux nous aider à produire une solution, enfin une formation pour des chercheurs d'emploi, voire parfois c'est on cherche un développeur e-learning, etc. Donc il y a souvent l'idée de production. Et donc j'ai ce premier atelier pour déconstruire un peu cette solution, montrer potentiellement qu'il y a un manque d'alignement ou que les besoins doivent être un peu creusés. Et donc, je vais vraiment travailler en plusieurs temps dans un atelier de 2 à 3 heures. Premier temps, vraiment de déconstruction. Il y a 2 activités que j'aime bien. Donc, je vais mettre plusieurs parties prenantes autour de la table et je vais leur proposer un exercice de vision et d'obstacles. Leur dire, d'ici 3 ans, si la formation fonctionne, est-ce que vous pouvez me décrire la situation idéale ou votre manière de décrire la situation si tout a fonctionné. Et puis là, on va voir déjà que tout le monde n'a pas la même vision de ce que c'est la réussite du projet. Puis si je leur demande ensuite, imaginons que dans 2 ans, la situation idéale, on l'a pas du tout atteinte, c'est un complet fiasco. Et quelles sont les 2 principales raisons? Et donc là, on va voir aussi que les obstacles et les choses qui peuvent amener enfin, qui peuvent poser problème, sont pas vues et vécues de la même manière par tout le monde. Donc c'est une première manière de déconstruire le fait que tout le monde n'est pas aligné. La deuxième chose, c'est que j'aime bien faire un exercice de proto-persona. Donc un persona, c'est un archétype d'apprenant cible. J'ai en quelque sorte mon propre canevas où je vais mettre des informations sociodémographiques, mais ce qui va m'intéresser, c'est quelle est l'expérience du public cible, du public apprenant sur le sujet? Quels sont ses motifs d'engagement? Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles la personne va s'inscrire dans un projet de formation? Quelles sont ses compétences actuelles pour apprendre? Et donc là, je vais donner à chacune des personnes autour de la table un petit canevas avec des cases à remplir. Je donne ça. Puis ensuite, je propose à tout le monde de partager. Et là, on va voir que la vision des apprenants, la manière dont eux se représentent les apprenants, est totalement différente en fonction des personnes autour de la table, parfois plus alignées, parfois moins alignées. Et donc, c'est 2 exercices, et ça dépend du projet, j'en ai d'autres, mais qui permettent de déconstruire un peu le projet. Et ensuite, avec ces personnes-là, on va reconstruire une sorte de mini-stratégie. On va se redéfinir, ok, ça c'est l'état de la situation. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont nos objectifs? Quelles sont les thématiques sur lesquelles on va travailler? Quels sont les principes avec lesquels vous souhaitez travailler? Et quelles sont les activités que vous souhaitez mettre en œuvre? Et déjà là, certains me disent, OK, en fait, on va repartir vers une phase où on a besoin de savoir qui sont nos apprenants parce que, en fait, vous avez raison, on peut pas réfléchir, enfin, on peut pas construire quelque chose sans de bonnes bases. Et suite à ça, je dis, OK, si vous souhaitez savoir qui sont vos apprenants, c'est simple. Il faut, en quelque sorte, aller les interroger, analyser ces résultats, mettre ça dans des fiches synthétiques qui pourront aider la conception par la suite. Dans quelle mesure vous êtes capable de faire ça vous-même? Dans quelle mesure vous avez besoin d'être accompagné? Dans quelle mesure vous souhaitez être formé à le faire?
Et donc, c'est eux, lors de cet atelier, cette phase-là où on va faire peu à peu un plan d'action, qui vont me dire, en fait, on aurait besoin de vous pour ça et pour ça. Et puis, en fait, en quelque sorte, mon devis est fait ou mon cahier des charges est fait parce que c'est eux qui l'ont construit et qui ont intériorisé leurs propres besoins. Ce que je trouve éloquent dans la méthode que tu appliques et que tu as développée, c'est, pour en revenir au sujet des organisations apprenantes, c'est le sujet de la vision que tu dis. Une organisation apprenante, c'est une organisation sur laquelle il y a une vision partagée. La vision partagée, elle est aussi à l'échelle du projet. Et ce que tu dis là, c'est que finalement, dans les projets, souvent au début, on a 2, 3, 4 interlocuteurs autour de la table qui pensent avoir tous la même vision du projet, qui ont en tout cas tous la même motivation. Encore, c'est pas tout le temps sûr d'ailleurs. Mais on va dire qu'ils ont tous la même motivation, mais finalement ils ont une vision différente du projet. Et ils le savent pas parce qu'ils l'ont pas exprimé, parce qu'ils l'ont pas formalisé, parce que donc toi tu leur fais accoucher finalement d'une vision qui n'est peut-être pas partagée sur l'ensemble des éléments, mais derrière sur lequel en fait ils vont prendre conscience qu'il faut qu'ils s'alignent entre eux pour pouvoir te donner en fait mandat, parce que finalement parce que sinon tu vas travailler en fait sur un projet sur lequel chacun va attendre des choses différentes. Et c'est ça que je trouve assez éloquent et activable. Et je l'ai fait en fait hier sur une formation, parce que pareil, j'étais sur une formation, je vais passer les détails, mais il y avait 6-7 personnes et je monte un klaxon et je leur dis voilà, aujourd'hui on parlait des cibles. Quelles sont d'après vous vos cibles? Et quel est le niveau d'importance, quel est le premier persona, celui qui a le plus d'importance et tout ça. Et c'est intéressant parce que ça crée du débat. Ça crée du débat, et puis à un moment donné, ils ont besoin. Et moi, je suis pas là pour dire c'est tel et tel. Moi, je sais pas quelle est leur première cible. Par contre, avec la méthode parce que quand on a préparé cet épisode, tu m'en as parlé et je trouvais ça génial. C'est vrai que tout de suite, ça te permet là, on l'a fait assez rapidement, on l'a fait même en 10 minutes, parce qu'on n'était pas on n'avait pas besoin, en fait, du niveau de détail dont tu parles, mais on avait besoin déjà de les qualifier. C'est qui? Tu vois, c'est quelle fonction et autres, quelle organisation? Ben en fait, en 10 minutes, un quart d'heure, tu remets un petit peu, comme on dit dans mon cher sud-ouest, l'église au centre du village, et tu dis, ok, on est tous d'accord que c'est comme ça, ok, c'est comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le côté de la vision partagée et du fait que dès le départ, tu vas aller soit avoir une vision partagée, soit te dire que t'as pas exactement l'ensemble de la vision et ce que tu as dit, et sur les personas, en fait, tu vas donner les clés pour que on aille chercher la matière, qu'on aille chercher auprès directement des apprenants, qui ils sont, ce dont ils ont besoin, comment ils apprennent, comment ils ont envie d'apprendre et ce qui les rebute. Et ça, voilà, ça je trouve ça assez éloquent, et je trouve que c'est quelque chose qui est très activable et que les gens qui nous écoutent peuvent s'approprier facilement. Ce que je te propose, c'est que effectivement là, dans un projet de ce type, tu viens en fait d'aller chercher la première partie du projet pour aligner finalement un petit peu les visions et mettre en place finalement ton intervention. J'aimerais maintenant que tu puisses illustrer la suite en fait de ton process, de ton travail, et notamment avec un exemple qui m'a forcément marqué et que tu as très bien détaillé dans une de tes newsletters. À mon sens, c'est un projet qui a additionné tous les challenges, parce que en fait, le projet, il fallait développer des soft skills en e-learning. Donc déjà, on se dit, voilà, des soft skills, c'est des compétences douces, de savoir-être en e-learning. Donc on sait que l'e-learning permet beaucoup de choses, mais on sait que souvent, en tout cas la représentation qu'on a, c'est que les soft skills, ça doit se faire en présentiel, en face à face, et sur une population d'ouvriers. Et là, t'as coché toutes les cases de la difficulté, parce qu'on sait que souvent les ouvriers, ils sont loin du digital, parce qu'en fait ils sont sur leur métier, le terrain, ils sont pas ou peu équipés. On sait que c'est des gens qui, donc d'ailleurs, on a déjà du mal à contacter, souvent ils ont pas d'email et autres. Et donc autant dire que ce projet, c'est un peu la mission presque impossible sur le papier. Et moi, j'aimerais que tu me présentes ce projet, ses enjeux, et surtout que tu nous détailles comment en fait tu as réussi ce process et comment tu as réussi à expérimenter et à développer une expérience d'apprentissage et à réussir cette mission. Effectivement, je vais essayer de pas être trop long. Mais donc le projet, il a vraiment commencé avec cette demande. C'était créer une formation e-learning pour les ouvriers, parce que c'est un organisme de formation pour ouvriers dans un secteur particulier qui est celui de l'industrie métallurgique. Mais passons. Et j'avais pas d'expérience, en tout cas avec ce public-là, et comme d'habitude, on a fait un peu cet exercice personnel. On a vu, même si l'organisme de formation a une bonne connaissance de son public cible, la connaissance
en matière de d'e-learning, de capacité à apprendre en autonomie, de suivre ça dans les entreprises, de savoir comment ça allait être relayé dans les entreprises, elle n'était pas forcément là. Donc, on a vraiment commencé avec cette première phase d'aller rencontrer des personnes des ressources humaines dans les entreprises et des ouvriers, à la fois des jeunes ouvriers et puis des ouvriers plus âgés. Donc, on a essayé vraiment d'avoir un panel. Et on a remarqué plein de choses, que la formation en ligne, c'était encore un concept très abstrait. On avait commencé ça avant le Covid. Qu'elle était perçue de manière complexe, notamment à cause de potentiels problèmes techniques. Dans les entreprises, c'était difficile à mettre en œuvre, que les ouvriers, ils travaillaient en shift, ils n'avaient pas forcément des moments devant un ordinateur comme ça, qu'il n'y avait pas forcément de salle informatique pour les ouvriers. Et puis qu'à côté de ça, la formation pour le public ouvrier, c'est eux souhaitent se former sur des compétences techniques, mais qui effectivement, c'est soft skills, c'est compétences de savoir-être, de communication, de collaboration, de gestion du temps. C'était pas vu comme essentiel, alors que les entreprises du secteur, elles nous disaient à cet organisme de formation, on remarque que même si on a les meilleurs ouvriers techniciens du monde, en quelque sorte, s'ils sont pas capables de collaborer ensemble, de travailler ensemble, ça nuit à la productivité, ça nuit à leur bien-être. Donc, on a un besoin de travailler ces soft skills. Donc, il y avait une demande indéniable et une nécessité indéniable à la formation. Par contre, on remarquait que le fait de le faire en e-learning, de proposer de la formation à ce public-là, ça fonctionnait pas. Et donc, c'est ça que j'ai résumé dans une question que j'aime bien et qui marque toujours, c'est comment réussir à former un public qui n'en ressent pas le besoin à des compétences qu'il juge inutiles à travers une modalité dont il n'a pas l'habitude. Et donc ça a été vraiment notre défi de départ. Et par rapport à ça, j'ai une recette secrète, qui est pas du tout secrète vu que je la partage à travers ma newsletter et que je l'ai moi-même volée à une petite startup qui s'appelle Google. Donc je l'ai plutôt volé à Google Venture, donc qui est la branche investissement dans les startups de Google. Et ils ont remarqué, il y a quand même de ça quelques années, que les startups avaient parfois des difficultés à résoudre des problèmes, parfois qui pouvaient être très, très pragmatiques, de choix de logo, mais souvent des problèmes de comment positionner le business model, comment être sûr assez rapidement que l'idée de développer tel ou tel produit est le bon. Donc, ils ont développé une méthodologie qui s'appelle le Design Sprint, qu'on peut retrouver en ligne et que j'ai adapté en Learning Experience Design Sprint. Et donc, cette méthodologie, c'est sur 5 journées. Après, je l'ai adapté en fonction. Ça peut être un peu moins de temps, mais la formule qui fonctionne le mieux, c'est 5 journées. 5 journées à travers lesquelles on va passer, lors du premier jour, de la compréhension d'un problème à finalement le test auprès d'utilisateurs d'une solution concrète le 5e jour. Donc, c'est aussi un défi en 5 jours d'aller très vite de la compréhension du problème à la solution. Et donc, la première journée, c'est ce que j'ai fait avec cet organisme. J'ai pris différentes personnes de l'organisme de formation, je les ai réunies dans une pièce, j'ai fermé à clé. Et là, on a commencé à réfléchir le premier jour. Et dans la compréhension du problème, le shift qui a eu, vraiment la transformation, c'était de se dire, et si la formation n'était pas la solution? Et si parler de formation n'était pas la solution? Et ce qui a vraiment changé le premier jour, c'est de se dire, on doit répondre à des problématiques concrètes que les ouvriers vivent sur le terrain. Ça a été le changement. En analysant le problème, il y a différentes méthodes autour de tout ça, mais on arrive à cette dimension-là. Et donc, le deuxième jour, on a une journée durant laquelle on va à la fois aller s'inspirer le matin de plein d'autres domaines, de ce qui se fait en matière effectivement de formation en présentiel, formation e-learning, dans le marketing, dans le design, dans plein de domaines. On va s'inspirer, on se partage des pistes d'inspiration de choses qui nous intéressent, qui nous ont marqués, etc. Et l'après-midi, à travers un nouveau méthodologie, je propose aux participants de dessiner, selon certaines règles, la version la plus concrète de la solution. Et ce dessin, ça peut être vraiment, là, ils ont carte blanche, ça peut être une plateforme, ça peut être dessiné une salle de formation, ça peut centrer sur une application. Enfin, ils ont carte blanche. Et le troisième jour, chacun affiche ses dessins. Enfin, c'est moi qui affiche les dessins parce que ça reste anonyme. Et on va analyser chaque dessin en sortant ses forces, ses faiblesses, les questions que ça pose. Et à la fin de la matinée du troisième jour, on arrive donc au choix d'une solution, potentiellement en reprenant des fonctionnalités des autres solutions.
Et l'après-midi de ce 3e jour, on va vraiment réfléchir et on va concrétiser cette solution en une maquette. Donc, on va faire des dessins. Et j'invite celles et ceux que ça intéresse à aller voir sur ma newsletter l'article consacré à ce projet-là où on voit un peu les dessins et la concrétisation au fur et à mesure. On essaye de représenter et de s'aligner sur ce à quoi doit ressembler la solution. Parce que le 4e jour, on va passer d'une feuille de papier ou de plusieurs feuilles de papier à quelque chose de concret parce qu'à la fin du 4e jour, on va avoir un produit qui va être testé le lendemain par des utilisateurs. Donc, on ne peut pas juste leur montrer des petites feuilles de papier. Et donc, dans le cadre des ouvriers, la solution qui avait été envisagée et le parcours, c'était que les ouvriers, pour les toucher, on leur propose des affiches dans leurs entreprises où ils vont scanner des QR codes et des affiches avec certaines statistiques clés ou des choses comme ça. Et puis, on va leur proposer un média à travers lequel on leur propose de résoudre des problématiques quotidiennes et des problématiques qui vont les toucher. Donc, comment demander une augmentation, comment dire à son collègue qui sent mauvais, comment gérer le premier jour d'un nouveau collègue dans l'entreprise, comment régler un conflit, etc., etc. Et ça, dans cette première version, le concept principal, c'était de faire des vidéos interactives où on leur propose une mise en situation, où à travers cette vidéo interactive, ils vont choisir une réponse à cette mise en situation, et en fonction de leur choix, ils vont avoir un feedback précis et spécialisé par rapport à leur choix, et puis une méthodologie qui va détailler comment résoudre la situation. C'est ce qu'on a mis. En une journée, on a filmé des vidéos, on a mis ça dans une plateforme, etc. Et le 5e jour, on est allé tester ça auprès d'utilisateurs. On a récolté leurs avis, ce qui fonctionnait moins bien, leurs idées. Et ça nous a permis de dessiner le futur du projet. On a vu que le concept était bon. Et puis par la suite, on a continué le processus en co-concevant tout ça avec des ouvriers. Je ne sais pas si tu veux que je rentre dans les détails de ce point de vue-là, mais on a continué toute cette co-conception avec des ouvriers pour arriver 1 an plus tard à la plateforme finale. J'ai plusieurs questions. Juste pour revenir en amont du design sprint, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as rencontré des ouvriers, puisque pour aller chercher finalement les pain points, les points de douleur, le fait de savoir que demander une augmentation ou dire à un collègue qui sent mauvais, c'est pour eux des points de douleur et c'est des éléments de savoir-être sur lesquels ils avaient peut-être pas forcément la bonne posture ou ils avaient pas peut-être le bon mode d'emploi. Comment t'as travaillé, t'as vu combien d'ouvriers, voilà, comment ça se passe cette phase au départ d'immersion, d'observation et de recherche? Alors elle est vraiment dépendante en fonction des projets. La question qu'il faut se poser, c'est quelle va être la manière la plus simple en termes de coût-bénéfice, mais aussi la plus efficiente pour toucher le public cible, et surtout récolter l'information pour qu'ils se sentent à l'aise de donner ces informations. Donc là, il y a une partie qui a été faite par questionnaire, parce que je parlais de jeunes ouvriers. On a voulu aussi faire un profilage du public jeune ouvrier pour voir à nouveau les compétences numériques, les compétences d'apprentissage, etc. Donc ça, on l'a fait plutôt par questionnaire. Et puis, pour le reste, je suis vraiment allé dans les entreprises, rencontrer les RH, rencontrer les ouvriers. Et puis, un autre élément, et c'est ce qu'on a continué à utiliser par la suite, c'est qu'on a en Belgique ce qu'on appelle des centres de compétences. Ce sont des centres où les ouvriers viennent se former et faire leur formation continue. Et donc là, c'est un endroit que j'ai utilisé pour aller parler le midi pendant leur pause déjeuner aux ouvriers. Et c'est quelque chose qu'on a continué par la suite. Parce que on avait à la fin du design sprint le concept, mais on se posait encore plein de questions. Quels médias au-delà de la vidéo interactive allait-on utiliser? Quel contenu on allait mettre? Quel nom pour la plateforme? Quel tone of voice? Bref, on se posait 1000 questions. Et donc souvent, on travaillait dans ces centres de compétences qui nous ont accueillis avec gentillesse et bienveillance. On travaillait le matin dans une salle avec l'équipe du projet. Le midi, on ne mangeait pas, on allait ennuyer en quelque sorte
pendant leur pause déj les ouvriers pour leur dire bah tiens, on est en train de concevoir ça, on parle de ça, ça vous intéresse, est-ce qu'on met de l'humour sur tel sujet? Ah non, voilà. Donc on récoltait énormément d'informations et l'après-midi on itérait déjà sur nos idées en fonction de ce qu'on avait récolté le midi. Et donc ça Oui. c'était vraiment un travail hyper intéressant et hyper important. Donc c'est aller sur le terrain, parler aux gens et puis vraiment c'est la manière la plus simple possible et c'est là où le fait d'aller leur parler dans ces centres de compétences où on avait des dizaines voire des centaines d'ouvriers le midi, c'était le plus simple, on se mettait à côté d'eux, on discutait et souvent c'est ce que je dis aux personnes avec lesquelles je travaille, c'est juste n'essaie pas de trop formaliser la démarche et formaliser pour vous-même, savoir ce que vous souhaitez savoir, ce que vous souhaitez aller chercher, mais après voyez ça comme de la discussion, allez juste discuter avec les personnes, poser leurs quelques questions. Et ce qu'on remarque aussi, ce qui a étonné toute l'équipe du projet, c'est qu'au départ, les ouvriers, et c'est le cas dans plein d'autres projets, les gens sont là, mais avec quoi ils viennent? Pourquoi ils viennent nous parler? Nous, on est en train de manger, laissez-nous tranquilles. Et puis, les ouvriers rentrent très facilement dans la discussion, disent ah oui, mais vous devriez aussi parler de ça. Ah, mais ce sujet-là est super intéressant. Ah ben moi j'ai eu tel problème dans mon entreprise, il faut que vous en discutiez. Et limite, c'est nous, on a envie de faire quand même quelque chose de pas d'exhaustif, mais en tout cas, on veut passer par différents groupes. Ben, nous, après 10-15 minutes, on se dit on va voir un autre groupe. Eux, ils sont là, non, restez, on doit encore vous dire des choses, etc. Donc, les gens ont envie de parler, les gens sont prêts à partager là-dessus. Donc, vraiment, c'est la méthode, c'est se mettre au clair sur ce qu'on veut récolter et puis juste aller discuter avec les gens et souvent ils sont très ouverts à discuter. Ouais, effectivement, mais c'est ce que tu dis, hein, c'est quand même d'une richesse infinie. Après, effectivement, tu as parlé que le projet il est sorti un an après, mais finalement pendant un an le projet il a été testé, retesté et tout ça. C'est-à-dire que finalement dans la phase finalement de construction et d'itération du projet, il y a plein d'ouvriers qui étaient formés. Alors il y en a plein, c'était des échantillons, mais ça vous permettait en fait de faire des boucles d'itération, je suppose, afin de mettre en place une solution finale qui d'ailleurs doit être depuis améliorée. Mais finalement, ce que je trouve intéressant et l'un des enseignements, c'est pas de se dire ah oui, il a fallu attendre un an avant d'avoir la plateforme. Non, pendant un an, vous avez fait des boucles d'itération pour ensuite avoir une V1 ou une V1.1 sur lesquelles on peut la déployer à l'ensemble de la population et dont on sait qu'elle va répondre à quasiment, ou en tout cas qu'elle va être très satisfaisante par rapport en fait aux attentes et aux besoins. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est là où je parlais de l'exigence initiale quand on en parlait tout à l'heure. Mais par contre, les intérêts composés, l'efficience en fait de la formation est au rendez-vous. C'est ce qu'il faut en retenir, quoi. Par contre, ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande de l'implication telle que tu l'as dit. Ouais, et en même temps, développer une formation à distance, une formation e-learning, voire même parfois une formation en présentiel, ça prend aussi du temps. Et le problème que j'avais connu, moi, à l'Université libre de Bruxelles, même si ça fonctionnait globalement, mais c'est souvent, prenons le cas des MOOC, on allait passer 6 mois à 1 an à concevoir un cours en ligne ouvert et massif sans jamais connaître le public cible, puis on lançait ça, et puis on remarquait que ça fonctionnait pas pour plein de raisons, alors que là, effectivement, par boucle d'itération, on sait que le projet va fonctionner en quelque sorte. Et pour donner un micro détail, mais qui est presque essentiel, c'est qu'au départ, on voulait mettre dans cette plateforme un login mot de passe qui paraît logique, à la fois pour des raisons de calculer un peu le nombre de contenus que les participants vont consulter, qu'on puisse suivre le temps de formation, etc. Et à côté de ça, pour que eux-mêmes puissent sauvegarder certains articles, parce qu'en fait, ce sont des articles qui sont publiés chaque semaine, etc. Donc, il y avait un intérêt tant pour la formation que pour les utilisateurs. Ce qu'on a remarqué en les interrogeant à ce sujet-là, c'est que si on mettait un login mot de passe, ça pourrait brider la confiance que eux ont en cette plateforme, de se dire je vais consulter comment gérer un conflit avec un collègue, est-ce qu'on va savoir que j'ai des problèmes avec un collègue, etc. Donc, dans un premier temps, on a remarqué qu'on devait gagner leur confiance. Et donc, pour ça, on devait laisser la plateforme en libre accès. Et seulement après, on a déjà développé les choses, mais on ne les a pas encore mis en œuvre, on va mettre la possibilité d'avoir une connexion avec tout un tas de fonctionnalités autour. Mais pour gagner leur confiance et les engager au départ, on devait absolument avoir cette possibilité d'avoir la plateforme libre accès. Et ça tombe si on avait mis juste ce petit module de connexion,
en fait, il y aurait eu tellement de friction qu'on aurait eu très peu d'ouvriers au final. Donc, ça se joue à des petites choses, mais c'est là où c'est important d'avoir l'avis des utilisateurs. Ouais. Et alors, c'est super intéressant cet exemple. Je veux dire pourquoi. En tout cas, ça m'appelle un sujet. Tu sais, c'est les KPI, hein, les indicateurs clés au niveau des RH. Et là, en fait, ça oppose l'indicateur RH versus l'indicateur métier. L'indicateur RH, c'est est-ce que les gens se sont connectés, est-ce qu'ils ont consommé, versus l'indicateur métier, est-ce que les gens sont montés en compétences. Et finalement, le plus intéressant, c'est l'indicateur métier, c'est pas l'indicateur RH. L'indicateur RH, c'est l'indicateur qu'on se met toujours en place parce qu'on a besoin de se rassurer sur le fait que oui, c'est bon, ils se sont connectés, ils ont consommé ça. Mais consommer, ça veut pas dire apprendre. Par contre, l'indicateur métier, quand les gens effectivement, bien sûr, ils consomment et qu'en fait ils le font de manière très beaucoup plus spontanée, engagée, ça c'est plus intéressant effectivement. Donc c'est vrai que tu as raison, il faut pas le manquer. Je voudrais pour la dernière partie tu nous as parlé tout à l'heure de la partie autonomie, c'est-à-dire que tu l'as dit, hein, Caféide, moi je suis là pour designer des expériences d'apprentissage et surtout pour transmettre à mes clients. Donc tu travailles beaucoup pour donner de l'autonomie à tes clients sur les projets que tu mets en œuvre. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ta méthode, les outils et les livrables que tu leur transfères afin qu'ils puissent finalement prendre la main et qu'ils puissent faire grandir les projets, voire construire de nouveaux projets en autonomie? Oui, alors il y a pas vraiment, enfin, si, il y a évidemment des méthodes derrière. Je dirais qu'il y a plus oui, certaines pratiques. La première chose, c'est de tout discuter dès le départ. Et quand je fais ce dont je parlais tout à l'heure, un peu le plan d'action, j'aime bien dresser les objectifs, les aspirations, les thématiques, les principes et les activités pour pour créer le produit. Donc se dire quel objectif on va se donner par rapport à cette formation, quelles activités on veut proposer. Et ce que je fais également, c'est que j'amène les partenaires à réfléchir à quel type de collaboration. Donc pas travailler uniquement sur le produit, mais aussi travailler sur le processus. Quel processus ils veulent mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et donc là, ça va me permettre de déterminer est-ce qu'on va plutôt faire de la formation, et donc je les forme à faire quelque chose. Est-ce qu'on fait de la co-conception et je fais avec eux pour en tirer des grands principes. Et donc là, il va y avoir vraiment cette négociation au départ, et c'est vraiment très rare, voire je ne le fais pas en tout cas, c'est de faire la production à leur place ou de faire les travaux à leur place. Je vais toujours les mettre en cheville ouvrière en quelque sorte des projets, parce que eux ont l'expertise du terrain, ont l'expertise métier, ont plein de choses. Moi, j'apporte en quelque sorte l'expertise méthodo et l'expertise pédagogique. Et c'est uniquement dans cette collaboration que les projets font sens. C'est pas le fait que eux m'apportent leur contenu, genre un bouquin, et que moi, je dois digitaliser leur bouquin. Du moins, on a compris, je pense, dans la méthode que je propose, ça fait peu sens. Et donc ça, on va le négocier dès le départ. Et vraiment en fonction, par exemple, sur le projet avec les chercheurs d'emploi dont je parlais tout à l'heure, j'ai vraiment formé toute la BU chercheurs d'emploi à être capable de créer une grille d'entretien, mener ces entretiens, analyser les entretiens, en faire des personas, des cartes d'expérience, etc. pour que, au-delà du projet qu'on allait mener, eux-mêmes soient capables par la suite de le refaire dans le cadre d'autres projets. Et donc là, on va tant avoir des sessions un peu de travail, mais aussi des sessions un peu de transfert pour réfléchir à ces pratiques, voir par rapport à une pratique de conception de grille d'entretien, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont retenu, quelles sont leurs questions et leurs difficultés, et vraiment être sûr qu'il y a un ancrage de ce point de vue-là. Et derrière ça va être aussi de documenter tout ce qu'on fait. C'est pas juste de faire les choses et de proposer des livrables sur le produit. Donc vraiment, voilà, vous avez votre grille d'entretien et c'est ça que je vous livre. Non, c'est aussi de dire quel est le processus pour arriver à une grille d'entretien, donc leur partager toute la méthodologie. Donc je dirais, s'il y a une méthode, c'est peut-être, ou quelques ingrédients dans la méthode, je dirais, c'est la transparence. C'est vraiment partager tout ce qui est fait. Deuxièmement, c'est la documentation, mais qui est en lien avec la transparence. Et puis, il y a le fait vraiment de formaliser dès le départ quel est le processus qu'on veut suivre, qui permettra l'autonomie dans un temps plus ou moins long. Et aussi en fonction de la nature du projet. Si on part dans un processus de formation, ça va permettre
plus vite, une meilleure autonomie, mais c'est quand même quelque chose qui va ralentir potentiellement le projet, que si on fait de la co-conception, où le projet lui-même, le produit va aboutir plus vite, mais l'autonomie sera peut-être atteinte beaucoup moins rapidement. Donc là, il y a toujours une réflexion dès le début du projet pour voir quel processus on prend en fonction des attentes et besoins du client. Ok, non mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que dans ton propre processus avec tes clients, à la fois vous travaillez sur le projet et à la fois tu co-construis avec eux, hein. Ça me rappelle un peu les notions de building public sur les réseaux sociaux, où les gens en fait à mesure qu'ils font, ils expliquent ce qu'ils font et ils transmettent comment ils le font. Il y a des boîtes qui se montent comme ça, et voilà, et à la fois donc tu fais avec tes clients, et à la fois tu écris la méthodologie que tu es en train de faire afin qu'elle soit répétable. Et d'ailleurs qu'elle soit répétable et qu'elle soit qu'on puisse venir l'améliorer. Donc je pense que ça aussi c'est des choses qui qui donnent matière à réfléchir pour nos auditeurs, pour tous ceux je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui sont des fanats de pédagogie. Donc Nicolas, merci pour tous ces transferts, hein, pour tout cet échange, ces partages. Voilà, moi je suis très content qu'on ait pu parler de pédagogie pendant pratiquement 1 heure, et qu'on ait pu rentrer dans la cuisine de Caféine, et que tu aies pu nous expliquer pas à pas comment vous travaillez. Et voilà, et je trouve que c'est très éloquent. On mettra bien sûr les liens vers Learnability, vers le podcast également, et vers cet article que tu as bien exposé là. Et puis je te dis à très bientôt, et bon vent à Caféine Studio. Merci, à bientôt. Et encore merci pour l'invitation. C'était une très chouette discussion, et que les auditrices et auditeurs n'hésitent pas à me contacter s'ils ont des questions. J'assure le service après-vente de ce podcast. À bientôt. Génial. Salut. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux, et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, NOOUS.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.